Ces trois scientifiques se sont lancés dans une mission, répondre à la question « Est-ce qu'on peut apprendre à devenir un génie ?» Si vous vous sentez limité dans vos capacités d'apprentissage et mémorisation, cette question peut vous sembler très étrange. Elle va à l'encontre de l'idée préconçue selon laquelle le génie est inné et ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. Cependant, dans leur ouvrage Make It Stick ou Mets-toi cela dans la tête en français, Peter C. Brown, Henry L. Rodriguez et Mark McDaniel ont analysé et synthétisé des centaines de recherches scientifiques sur les mécanismes d'apprentissage. Leur conclusion, le génie peut être développé et cultivé par tout individu en utilisant certains outils cognitifs, que ce soit pour apprendre une nouvelle langue, maîtriser une discipline ou réussir vos études, voire même pour développer une nouvelle compétence. Vous pouvez apprendre à réfléchir comme un génie. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 de ces outils et surtout vous montrer comment les appliquer concrètement. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Comment feriez-vous pour apprendre les informations de ce livre ? Évidemment, il y aura des dizaines de méthodes différentes qui vont changer en fonction des personnes. Mais on va limiter notre choix à 2 méthodes seulement ici. La méthode 1, c'est lire le livre chapitre par chapitre, prendre des notes pendant la lecture, puis mémoriser vos notes. Méthode 2, lire un chapitre au complet et seulement à la fin de votre lecture, prendre quelques minutes pour noter ce que vous aurez appris. Laquelle de ces 2 méthodes vous semble la plus efficace et surtout laquelle vous allez choisir? Alors, j'ai testé les 2 méthodes pour vous et voici avec quoi je me suis retrouvé. Ça, c'est les notes prises avec la première méthode. Et ça, c'est les notes prises avec la deuxième. À première vue, lire et prendre des notes en même temps permet d'apprendre davantage que lire, puis noter. Cela dit, dans le livre Make It Stick, les auteurs recommandent de faire l'opposé. Selon eux, la deuxième méthode est bien meilleure pour avoir un apprentissage plus profond. Et quand on y réfléchit, ça a énormément de sens. L'apprentissage, ce n'est pas combien de notes vous allez pouvoir prendre, mais plutôt combien d'informations vous allez garder en mémoire. Je sais que j'ai plus de chances de me rappeler de ces notes prises avec la deuxième méthode que celles avec la première. Elles sont certes moins nombreuses, mais elles vont être beaucoup plus mémorables. Et ça, c'est le premier outil mental que vous devez appliquer pour apprendre comme un génie. La récupération. Avec la première méthode, je prends des informations de livre et je les place dans une feuille. Cela n'engage pas vraiment mon cerveau. Dans la deuxième méthode, je prends les informations du livre, je les place d'abord dans mon cerveau et puis après, je vais récupérer les informations de mon cerveau pour les noter qu'après avoir terminé ma lecture. Mon cerveau est alors bien plus engagé parce que je dois faire un effort mental supplémentaire pour récupérer les informations que je viens de lire. Ensuite, je dois réarticuler les concepts selon ma propre compréhension sans me baser sur ce qui a été écrit par l'auteur. Selon les auteurs du livre Make It Stick, cette activité de récupération est bien plus efficace parce que les voies neuronales qui composent un apprentissage deviennent plus fortes lorsque la mémoire est récupérée que lorsque elle est simplement notée dans une feuille ou répétée. Pour simplifier, vous apprenez mieux en vous forçant à retrouver une information nouvellement apprise qu'en la relisant ou simplement en la notant. Oui, mais comment appliquer la récupération en pratique? Dans le livre, 3 méthodes sont proposées. La première, c'est l'effet de testing. Et je vais vous expliquer cela en utilisant une expérience tirée du livre. En 1939, une étude a été réalisée sur 3000 élèves pour identifier le meilleur moyen de mémoriser les informations à long terme. Ces élèves ont étudié des articles de 600 mots, puis à la fin de la lecture, les scientifiques leur ont fait passer une série de tests portant sur le texte qu'ils venaient de lire. Ces tests ont été administrés à différents moments après la première lecture. Pour certains, les tests étaient réalisés quelques jours après la lecture, pour d'autres, quelques semaines après la lecture, et certains élèves avaient passé les tests immédiatement après la première lecture. De plus, les participants ont également passé un examen final 2 mois plus tard. Maintenant, voilà où l'effet de testing est vraiment bluffant. L'expérience a montré que plus le premier test était retardé, plus l'examen à l'oubli final était important. Par contre, une fois qu'un étudiant avait passé un test directement après l'apprentissage, l'oubli s'arrêtait et les résultats à l'examen final étaient bien meilleurs. Ça, c'est l'effet du testing en pratique. Si vous vous testez directement après un nouvel apprentissage, vous enclenchez le processus de récupération et vous garderez les informations nouvellement apprises en mémoire à très long terme. Alors évidemment, cela peut être fait avec des QCM, des tests, des quiz, des exercices. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez directement demander à ChatGPT de vous formuler des questions après votre apprentissage. Mais attention, quand on parle de quiz et de tests, il ne faut pas croire qu'il faut faire des exercices super complexes pour profiter de l'effet du testing. Il faut juste stimuler son cerveau pour activer la récupération.
Dans une autre étude, encore une fois tirée du même livre, les participants devaient mémoriser une liste de paires de mots, comme par exemple voiture, stylo, chien, lampe, fenêtre, cheval. Mais les participants étaient divisés en deux groupes. Le premier groupe devait mémoriser la paire de mots comme elle l'est. Par contre, pour le deuxième groupe, les scientifiques ont enlevé certaines lettres d'un des mots de la paire. Comme par exemple le stylo V, 4 points RE ou chien L, 2 points PE. Ce qui est étrange, c'est que le groupe qui devait mémoriser la paire de mots avec le petit indice supplémentaire avait une bien meilleure rétention au test final que le groupe ayant une paire de mots intacte. Ce petit effort supplémentaire requis pour retrouver les lettres manquantes a renforcé la mémoire du mot cible testé ultérieurement. Mais il n'y a pas que l'effet du testing qui permet de réaliser cela. Les deux autres méthodes de récupération proposées dans le livre sont la réflexion et l'élaboration. Revenons à notre exemple du livre. On a dit qu'il vaut mieux lire puis rédiger vos notes au lieu de lire et noter en même temps. Mais vous pouvez aller encore plus loin et engager votre cerveau en introduisant la réflexion et l'élaboration à votre processus de prise de notes. Vous pouvez faire cela en reformulant les concepts que vous avez appris, en essayant de leur trouver des métaphores, des exemples, des applications pratiques, ou simplement en essayant de les relier à ce que vous savez déjà. Cela va vous aider à ancrer les informations dans votre mémoire à long terme, car vous créez des connexions significatives entre les nouveaux concepts que vous venez d'apprendre et votre base de connaissances existante. Mais l'outil cognitif qui peut réellement vous propulser vers le rang de génie est la variation. Pour illustrer le principe de variation, prenons deux expériences mentionnées dans le livre. Dans la première expérience, les participants ont appris à associer des peintures à leurs artistes respectifs, tandis que dans la deuxième, l'accent était mis sur l'identification et la classification des oiseaux. Les chercheurs avaient d'abord pensé que l'apprentissage intensif et en masse de chaque artiste, un par un, aiderait les étudiants à mieux retenir les caractéristiques stylistiques de chacun. Par exemple, j'apprends le style de l'artiste A en étudiant ses différentes œuvres, et puis je passe à l'artiste B, et ainsi de suite. Mais, à leur plus grande surprise, ils se sont trompés. Une exposition variée aux œuvres des différents artistes s'est avérée beaucoup plus efficace. Les participants qui ont appris par variation, c'est-à-dire en analysant quelques peintures de l'artiste A, puis sans passer à l'artiste B, puis sans passer à l'artiste C, puis ils reviennent à l'artiste A du début, eh bien, ils ont mieux réussi à distinguer les artistes et à associer correctement les œuvres à leurs créateurs lors des tests ultérieurs. Encore plus impressionnant, c'est l'étude sur la classification des oiseaux. Dans cette étude, les participants devaient apprendre à distinguer entre 20 familles d'oiseaux différents. De plus, au sein de chaque famille d'oiseaux, les élèves se sont vus présenter une douzaine d'espèces différentes. Et pour identifier la famille d'un oiseau en particulier, c'est loin d'être facile parce que vous devez prendre en compte un large éventail de caractéristiques telles que la taille, le plumage, le comportement, la forme du bec, la couleur de l'iris, la taille des yeux, etc., etc. Du coup, ça semble plus logique d'apprendre toutes les caractéristiques d'une espèce puis passer à la suivante que de les apprendre en variation en sautant d'une espèce à une autre. Et pourtant, une nouvelle fois, contre toute attente, c'est l'apprentissage varié qui s'est avéré plus utile que l'apprentissage en masse pour les 20 espèces d'oiseaux. Ça semble étrange à première vue, mais quand on y réfléchit un peu plus, c'est tout à fait logique. Avec un apprentissage varié, vous développez une compréhension plus large des relations qui existent entre les différentes conditions et vous n'êtes pas limité à un apprentissage linéaire où vous passez d'un sujet à un autre. Par exemple, en tant qu'enseignant, je donne les cours à mes étudiants, chapitre par chapitre, cours par cours. Mais, lors de l'examen final, ils seront testés sur tout le contenu du programme en même temps et souvent sur des points qui vont requérir une compréhension globale du sujet et non pas d'un cours en particulier. Il est alors logique que l'étudiant qui a étudié et suivi les cours tout au long de l'année aura de bien meilleurs résultats que celui qui aura réalisé un apprentissage intensif la veille de l'examen. Mais récupération et variation ne sont rien sans le dernier outil mental qui va consolider votre état de génie. Et cette fois-ci, on va prendre l'exemple d'une expérience qui a été réalisée sur les médecins. Plus particulièrement sur des résidents en chirurgie qui ont suivi une série de 4 cours pratiques de microchirurgie. Alors c'est quoi la microchirurgie, vous pouvez vous demander? Eh bien, ils ont appris à rattacher de minuscules vaisseaux sanguins. Donc autant dire que c'est une compétence extrêmement pointue. La moitié de ces médecins ont suivi les 4 leçons en une seule et unique journée, ce qui correspond au programme normal de stage. Les autres ont suivi les mêmes 4 leçons, mais à une semaine d'intervalle. Ils ont ensuite effectué un test pratique final 1 mois après.
Du coup, à votre avis, quel groupe a eu les meilleures performances au test final? Ici, je pense que c'est sans surprise le groupe chez qui les cours avaient été espacés d'une semaine ont surpassé leurs collègues dans pratiquement tous les domaines. Tant pour terminer l'intervention, précision des mouvements, reconnexion des vaisseaux, des animaux vivants qui étaient des rats au passage. Mais ça ne s'arrête pas là. Les résidents qui avaient suivi les 4 séances en une seule et unique journée ont non seulement obtenu des résultats inférieurs sur toutes les mesures, mais 16% d'entre eux ont endommagé irrémédiablement les vaisseaux des pauvres rats et n'ont pas pu terminer leur intervention. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Selon les auteurs du livre, l'intégration d'un nouvel apprentissage dans la mémoire à long terme nécessite un processus de consolidation qui se déroule sur une période plus ou moins longue, qui peut prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. En pratique, au lieu de passer 5 heures d'affilée à étudier un sujet, il vaut mieux répartir le travail en 5 séances d'1 heure par jour. Par conséquent, la pratique espacée fonctionne beaucoup mieux parce que l'effort nécessaire requis pour récupérer l'apprentissage, vous voyez, on revient à la récupération une nouvelle fois, après un oubli, a pour effet de relancer la consolidation, renforçant ainsi votre mémoire. Vous l'aurez deviné, le troisième outil mental à utiliser, c'est simplement l'espacement. Avec l'espacement, vous allez consolider votre état de génie. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'utiliser des méthodes comme les flashcards, la méthode DJ ou la Leitner Box, des méthodes que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos de cette chaîne. Je vous invite à vous abonner et laisser un pouce bleu. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la mémoire et les techniques de mémorisation, je vous invite à aller voir une de mes nombreuses formations gratuites dans lesquelles je détaille pour vous d'autres méthodes et outils d'apprentissage comme la méthode du palais mental, la méthode des liens, les tables de rappel, le système PAO ou les séries de stockage, que vous pouvez d'ailleurs facilement associer à la variation, la récupération et l'espacement. D'ailleurs, je pense que certaines de ces méthodes sont encore plus puissantes que celles que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Vous trouverez le lien en bas dans la description.